Là où dans des produits pas non business critical, tu veux limiter au maximum le nombre de bugs. Typiquement dans un produit comme Formance, c'est même pas limiter le nombre de bugs, c'est juste 0 bug en fait. Le moindre bug peut avoir comme impact un trou dans la raquette côté finance. Comment tu t'assures de pas avoir de bugs ? Ça, c'est quand même le secret de beaucoup de boîtes tech qui cherchent d'ailleurs. J'étais notamment, je pense à ça, avec Arthur Valer, CEO de Pennyline, il y a 10 jours, qui disait, nous, on veut faire des bugs en fait. On veut sortir du bug de partout. C'est juste qu'on veut aller très très vite. Il y a des boîtes qui, Conto notamment a été cité, comme philosophie de tout est léché, tout c'est propre, il y a une politique zéro bug, etc. Comment tu t'assures d'avoir 0 bug ? C'est super dur. Ouais, il y a, j'irais 3 gros points. Le premier, c'est vraiment dans la manière dont on design le produit. Ouais. Donc, comme la solidité / reliability du product est en fait une valeur et une propriété intrinsèque de notre produit, les clients viennent nous voir pour s'assurer qu'ils aient accès à une database où il n'y aura absolument aucun trou dans la raquette. Donc, c'est vraiment une partie de notre proposition de valeur. C'est typiquement là où, dans des boîtes de cybersécurité ou non-business critical, la QA arrive potentiellement à la toute fin. Nous, c'est vraiment dès le début du process et à chaque étape, on va dire, du cycle de vie, du cycle de release, qu'on a des étapes de QA. Donc, c'est vraiment intrinsèque dans le design de chaque feature. Deuxième élément, c'est on collabore également avec des agences externes. Donc, on travaille par exemple avec une entreprise qui s'appelle Antithesis, qui est une stack de testing qui te permet de tester toutes les configurations de ton produit et les setups de ton produit dans plein d'environnements différents très rapidement. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir, on va dire, une tierce partie externe qui vient tester ça. Et le troisième élément, c'est grâce à l'open source, en fait. Comme ton code est disponible, en fait, à tous, effectivement, on nous dit, quand j'ai testé votre produit avec ce type de configuration ou ce niveau de performance, à un moment, il y a eu une limitation. Donc, qui te dit ça quand tu dis on nous dit ? C'est qui ? On nous dit, ce sont nos users open source qui inspectent le code, qui le déploient, qui le testent. Donc c'est vraiment, on va dire, ces 3 éléments-là, internes vraiment à la team, externes et également, externes avec des agences et externes avec la communauté open source. Anto, est-ce que l'approche est la même chez Lago ? Tout pareil. Peut-être pour le parallèle avec Conto, on disait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas de MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product en FinTech. Mais là, c'est plus, quoi. La proposition de valeur de Conto, en tout cas au début, c'était un peu le compte pro complémentaire du compte chez la banque traditionnelle. Donc, il y avait toujours la banque traditionnelle en backup. Aujourd'hui, bien sûr, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Mais là, aujourd'hui, en gros, si Lago ne marche pas, la beauté, en fait, c'est que, en fait, c'est vraiment on a vraiment de l'impact chez nos clients. Donc c'est vraiment un sujet. Donc, c'est 10x, entre guillemets, l'exigence qu'on avait chez Conto. Peut-être, donc pareil qu'Ansible, peut-être une approche organisationnelle, c'est nos ingénieurs qui travaillent sur une feature font ensuite le support pour la feature. Ok. Et donc, j'ai challengé beaucoup de fois cette organisation dans le sens où ces ingénieurs-là, ils pourraient développer notre feature, ils pourraient travailler sur autre chose plutôt que répondre à des clients. Et ils sont un peu moins habitués à cet exercice aussi. Mais mon cofondateur, qui est extraordinaire, lui est très convaincu, et je pense qu'il m'a convaincu beaucoup également, que en fait, les ingénieurs qui bossent sur une feature doivent voir les utilisateurs l'utiliser et doivent aussi savoir comment l'améliorer et comment éventuellement enlever des bugs ou des choses comme ça, ou mieux expliquer à l'utilisateur si c'était pas instinctif en fait. Ok, donc tu responsabilises les ingénieurs. Tous les ingénieurs font du support, oui, en effet. Ok. Alors nous on avait le changelog aussi, ça c'est le truc qu'on fait. On le fait toujours, on sort un changelog par semaine. Donc tous les mercredis ou jeudis, on sort. On a beaucoup fait parler de nous à l'époque avec ce truc-là. Il y a même des gars qui ont créé des produits par rapport à ça, je sais. J'aime bien que tu nous racontes. Et en fait, l'idée c'est de dire, t'as un changelog, toutes les semaines t'annonces ce que t'as fixé, quoi. Ouais. Ou ce que t'as créé. Et aussi, la philosophie à l'époque, c'est celebrate small achievement. Donc, en gros, célèbre même les petits trucs. C'est-à-dire que, en repartant, par exemple, de tools que les gens n'aiment pas utiliser, qu'on voyait que genre Jira, etc., il y a un truc ça, c'est un truc auquel les gens font pas souvent attention, mais le petit bug, en fait, que tu vois, toi, tous les jours, en tant qu'utilisateur d'un produit qui t'énerve, des fois, c'est un truc con, hein, c'est un bouton qui marche pas très bien ou un truc comme ça.
en fait, le jour où le gars va tester un produit concurrent et que ce bouton-là, par contre, il marche super bien, et bah, ça peut être une raison de switch, quoi. Et donc, nous, en fait, on préfère fixer ce qui est en prod toujours, que ça marche très bien, le mieux possible, avant de passer à la feature supplémentaire. Donc, ces changelog, au début, c'était des bugs fixes. On va dire, OK, on a fixé ça, ça marche. Et les gens voyaient cette semaine qu'on améliorait le produit. Sur Slack, ça se changelog ou sur une newsletter? Non, on le sortait par mail. Tu l'as dans le produit, tu l'as sur Slack aussi. Ouais. On le sortait par mail. Et en fait, ça permettait un peu aussi de répondre aux gens en disant, voilà, vous avez reporté un bug cette semaine, regardez, maintenant, il est fixé. Annoncer les nouvelles fonctionnalités, les expliquer un petit peu. Et donc, ça donne aussi un rythme de travail où tu te dis, OK, est-ce que je suis en train de faire un truc qui va sortir dans le prochain changelog ou pas? Et sinon, c'est la semaine d'après, etc. Donc, tu avais un peu le stress de dire, OK, je veux sortir le truc avant mercredi pour être dans le changelog. Et aussi, ce changelog, ça permettait un peu de faire une micro-roadmap en interne en disant, OK, on va annoncer ça cette semaine-là, il faut que ça fasse du sens avec la semaine d'après. Et c'était un apprentissage. Maintenant, on a des roadmaps beaucoup plus planifiés parce qu'on a des stratégies marketing beaucoup plus compliquées. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu à l'arrache. Mais c'était un peu l'idée de dire, OK, on sort ça cette semaine, ça va parler à tel gars, peut-être que ça, on le sort la semaine d'après. Ou des fois, on annonçait des bêta features dans le changelog. Ouais. Enfin, voilà. C'est l'ADN de la boîte, on est des builders, quoi. On ship. Et aujourd'hui, on vient faire de la division cellulaire. Et donc, on vient tout le temps plutôt construire plein de trucs en plus. Il n'y a que côté entreprise, TPE, on a estimé qu'on était arrivé à un certain niveau de maturité et on a dit, bah là maintenant, il faut stabiliser, il faut enlever les bugs, il faut... Ce qu'on a fait du coup pendant 1 an et demi là. Mais sur tout le reste, on est plutôt encore en mode build et pas polish, quoi. Et donc, c'est un ADN très différent. Je sais que j'ai une anecdote, mais je sais que un de mes associés, il a un pote, je crois, de promo qui est aussi en tech chez Conto. Et une fois, ils avaient parlé, genre le Conto, c'est puriste, quoi. Enfin, tu le vois, hein, tu utilises l'appli, il y a jamais un bug, c'est au pixel près, c'est voilà. La condition derrière, c'est que je crois qu'ils ont jamais plus de 5 bugs dans leur backlog, quoi. Le même jour, du coup, mon associé, il a regardé notre backlog de bugs, on en avait 140. Mais je pense que tu mets 140 bugs chez Conto, ils font une crise cardiaque, quoi. Ou Steve, ou je sais pas. Juste l'ADN de la boîte fait qu'ils pourraient pas le supporter. Nous, au contraire, je pense que les gens y partiraient si on leur disait fais des trucs au pixel près parce que c'est pas dans leur ADN. Il faut trouver forcément le bon équilibre. Hein. Pourtant, il y a une mécanique au regard de mémoire. À nouveau, c'est 1 an et demi, 2 ans, donc pardon si j'ai pas les détails, tu me dis. Je me souviens qu'il y avait une histoire de squad roulante qui était en charge des bugs pour baisser les bugs sous un seuil défini. J'avais trouvé le modèle génial. Mais le seuil reste... Oui, je suis d'accord, ça dépend du seuil. Mais vous l'avez quand même. Il y a des boîtes, il y a plein de boîtes qui ne le font pas. Nous, on le voit avec Stellar à côté. Il y a des boîtes qui ne connaissent pas, tu vois. Donc, non, on a ce qu'on appelle les firefighting squad, où il y a des gens qui sont dédiés en permanence à faire des bugs, surtout quand c'est la période fiscale. Genre un comptable qui a un bug alors qu'il a 2 jours de l'alias fiscal, je peux te dire que tu peux pas mettre 3 jours pour lui répondre, quoi. Donc là, effectivement, on reporte toutes les semaines le nombre de lias où il y a eu des bugs, combien de temps on a mis à répondre. Et juste sur la vitesse, du coup, est-ce que vous avez, c'est peut-être le boulot de Tancred et de l'équipe tech, tu me diras, mais est-ce que au-delà de la philo qui est qu'en fait, quand vous recrutez, on vous expliquez que ça va vite, il y a des métriques que vous suivez sur la vitesse d'exec? Ça peut être un nombre de fonctionnalités par mois, ça peut être un nombre de mises en prod. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que vous suivez ou pas du tout? Je crois pas. Ok. Je crois pas. Je peux te dire que chez Booking, ils suivaient justement le nombre de bugs. Si tu faisais pas assez de bugs, ils disaient que t'allais pas assez vite. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intimement lié. Qu'ils avaient ce qu'ils appelaient un bug budget. Et en gros, ils te disaient, si t'as pas de bug, c'est que tu casses pas des trucs, ça veut dire que tu vas pas assez vite, quoi. Okay. Et donc ça, tu l'appliques, tu t'en souviens pas vraiment, parce que je suis plutôt à dire un jeu qu'on a un peu moins de bugs, quoi. mais je pense que ce serait quand même une bonne proxy, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé tout à l'heure